Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Cette musique de Kabylie, effectivement, ces chants kabyles. L'Algérie et la France et l'Algérie, hein. Ça reste 60 ans après l'indépendance, ce sera jamais une relation comme une autre. On l'a vu avec les discours de Macron, avec les discours du président algérien, les intellectuels, le déchirement. Je me rappelle d'un écrivain algérien qui disait « ma patrie, c'est la langue française » et un autre qui disait « mon exil, c'est la langue française ». C'est toujours cette contradiction et au centre de cette contradiction, un prix Nobel de littérature, un des plus grands écrivains français du XXe siècle, Albert Camus, bien sûr. Et on va en parler, Céline. Et oui, on va en parler avec Alain Vircondulet qui publie au Rocher, donc Albert Camus et la guerre d'Algérie, histoire d'un malentendu. Alors bonjour à vous. Bonjour. Alain Vircondulet. Alors dans ce livre, vous retracez les années de guerre qu'il a vécues de 1954 à son accident fatal en janvier 1960. Alors expliquez-nous quel est ce malentendu donc qui plane autour de Camus et de la question algérienne. C'est un malentendu qui revient à l'enfance, qui relève de l'enfance. Vous savez, le mot de malentendu, exactement, et celui-ci, la définition, c'est divergence d'interprétation entre personnes qui croyaient se comprendre. Or, quand Camus était jeune, et qu'il vivait à Bellecour, dans ce quartier populaire à Alger, eh bien, il vivait avec les Algériens. Et il vivait une vie d'enfant pauvre, avec des Algériens pauvres, et il n'y avait aucune différence, il n'y avait aucun racisme, il n'y avait aucune discrimination quelconque. Et vous voulez dire les Français, enfin, disons, dits pieds noirs, enfin, à l'époque, on les appelait pas les pieds noirs, oui, vivaient avec les Arabes, etc. Mais de façon absolument totale. Hein. Et donc, il a vécu une enfance particulièrement heureuse, il appelait ça les vraies richesses, du nom d'ailleurs de la maison d'édition Charlot qui a publié ses premiers textes. Et les vraies richesses, c'est-à-dire ce que Gide pouvait appeler aussi les nourritures terrestres c'était la mer, la plage, le foot, et puis les jeux où on dévalait avec des petites trottinettes le long des rues en pente de Bellecour. Et donc il vivait cette chose-là heureuse. Et il n'y avait pas de problème d'appartenance. Il y avait un problème qui était magnifique. Pas un problème, mais c'était un fait magnifique. C'était, nous sommes sur la terre d'une utopie, finalement. Et, un paradis terrestre, quelque part. Ah, mais oui. C'était vraiment ça. Ah, oui, oui. Et vécu comme ça. Oui, et qui a été vécu par la majorité des pieds noirs, d'ailleurs. Oui, hein. C'était une sorte de paradis terrestre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a appelé à la fin de le dernier livre qu'il a écrit et qu'il a inachevé, c'est Le Premier Homme, n'est-ce pas ? On est les premiers hommes d'une première terre, d'une terre innocente, d'une terre absolument neuve, inédite. Et donc, il a vu à un certain moment que les choses se dégradaient, et ça a commencé à la période étudiante. À la période étudiante, il a d'abord acquis des connaissances politique plus précise, et il s'est approché du Parti communiste. Et il a travaillé beaucoup avec les Algériens, avec ceux qu'on appelait à l'époque les Arabes, mais qui n'est pas forcément juste sur le plan étymologique. C'était pas des Arabes tous, hein, puisque les Kabyles n'en sont pas, etc. Les Berbères, les Arabes, Berbères, ça, mais les pieds noirs appelaient les Algériens les Arabes. Et d'ailleurs, c'est un des grands péchés capitaux d'Albert Camus auprès des Algériens, c'est qu'il les ait appelés des Arabes. Et particulièrement dans le roman de l'étranger, où il est question de l'arabe.
avec un A majuscule. Et là, c'est une chose que les Algériens n'ont pas digérée. Et effectivement, encore aujourd'hui, il est malmené, il est maltraité en Algérie à cause de ça. Il est persona non grata en Algérie aujourd'hui. Il peut l'être. Ouais. Il peut l'être. Et par exemple, quand moi j'avais publié ma dernière biographie sur Albert Camus, j'ai été invité par l'ambassade de France et j'ai été pré-accueilli par des pétitions d'éditeurs, apparatchiks, d'éditeurs, de professeurs d'université, d'écrivains de l'époque, mais pas Boualem Sansal, mais pas Kamel Daoud. Et tous ces écrivains apparatchiks qui ont écrit, moi je l'ai là, la lettre. Et ils disaient quoi, enfin, alors, oui. Face aux menées du lobby néocolonial autour de Camus, alerte aux consciences anticolonialistes. Et donc, il y avait ce tract qui prévenait du danger de parler de Camus en Algérie. D'autre part, C'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2010. 2010, hein, d'accord. C'était en 2010. D'accord. Et donc, j'ai renoncé à partir en Algérie, alors que j'y suis toujours bien accueilli, mais j'ai renoncé à partir en Algérie à cause de ça. Mais Camus est très aimé d'une certaine jeunesse intellectuelle et d'étudiants particulièrement qui le reconnaissent comme un écrivain entre guillemets algérien. N'est-ce pas? Parce que je pense finalement, et c'est ce que disait Camus, c'est qu'entre un Français d'Algérie et un Algérien de souche, il n'y a pas de différence. Il y a une même émotion, il y a une même façon de voir le monde. Et c'est cela que Camus a essayé toujours de défendre jusqu'à la fin, mais qu'il n'a pas pu défendre parce que il était face à une volonté politique de la part particulièrement ceux qu'on appelait les fellagas, c'est-à-dire en fin de compte les révolutionnaires, les FLN et autres, c'est-à-dire le FLN particulièrement, qui avait misé sur une politique et une tactique et une stratégie de la terreur. Et donc, plus il y avait d'affaires terrifiantes et de massacres épouvantables, d'une cruauté insigne. De part et d'autre. De part et d'autre, mais quand même dans une cruauté. D'un côté, plus c'était forte. une vraie guerre, quelque part. Il y avait la mitraillette. Et de l'autre, il y avait des jeunes femmes qu'on clouait sur les portes, et dont on tranchait les seins. D'un côté, il y avait certainement des grandes manœuvres guerrières organisées par la France, mais de l'autre côté, il y avait aussi des massacres d'enfants dans des écoles, et particulièrement, c'est le premier acte de la guerre de 54, la Toussaint Rouge, où un instituteur a été assassiné sur le bord de la route avec sa compagne. Alors, quelle a été la position exacte de Camus pendant le conflit? Ça a été une position... D'abord, il a toujours dit « j'ai mal à l'Algérie, et c'est ma plus grande douleur, et c'est ma plus grande solitude ». Donc, il a essayé au fil des années d'approcher à la fois certaines instances révolutionnaires, mais surtout des membres du gouvernement en France. Il était quand même une personnalité suffisamment puissante pour qu'il soit reçu par De Gaulle, par exemple. Donc, oui, il avait alerté effectivement les autorités, parce que cette guerre, il la sentait arriver. Il l'avait prédit en 1938. C'est l'originalité justement de l'écrivain, c'est que c'est en amont qu'il a tout vu. Il a vu cela, non pas dans l'enfance totale, puisqu'il y avait je dirais cette communion. Quand il est devenu militant, notamment militant communiste. C'est à partir du moment où il est devenu militant et étudiant. Mais quand il était enfant, il vivait dans une sorte de sacralité. Le pays était un lieu assez sacré, quoi. C'était un lieu qui avait une richesse qui était presque divine. Oui, c'est la raison pour laquelle il a toujours prôné la fraternité entre effectivement Arabes et Français d'Algérie. Il se voulait en quelque sorte le réconciliateur des deux communautés. Bien sûr, il se voulait être celui qui serait le passeur et qui permettrait de pouvoir fonder ce en quoi il a toujours cru, c'est-à-dire faire un pays qui serait comme le Commonwealth. C'est-à-dire faire un pays où les Français et les Algériens retrouveraient une unité, une fraternité, et alors ferait de cette Algérie si somptueuse qu'il a connue dans son enfance, ferait de ce pays l'Eldorado du monde. Il a cru à cela.
Il a cru. Alors, au cours de sa vie, entre 54 et son accident fatal en 60, il a essayé de négocier, et puis à un moment donné, il s'est tu, il s'est réfugié dans le silence. Mais pourquoi justement? Pourquoi? Et ça a duré presque pendant 2 ans. Oui. Un peu moins de 2 ans. Pour quelle raison il s'est tu si longtemps? On lui a reproché. Il s'est tu parce qu'il a été attaqué aussi bien par le FLN, qui n'entendait pas qu'un homme comme Camus, qui avait une autorité morale importante, le FLN ne pouvait pas admettre qu'il fasse céder l'opinion arabe. Et donc l'opinion arabe, qui était sans cesse alimentée, exaspérée, exacerbée par une propagande révolutionnaire, où on disait des choses qui relevaient même du mensonge, évidemment, comme dans toute propagande. Et donc, il y avait cette volonté du FLN de ne pas, justement, faire... Et de l'autre côté, alors ? Et de l'autre côté, il y avait l'opinion française était une opinion qui était à gauche pendant les années de guerre. Parce que, finalement, il y a eu des milliers et des milliers d'enfants français, de jeunes hommes qui sont partis à la guerre, et les familles, eh bien, elles voulaient simplement que leur fils revienne. Donc, pour que leur fils revienne, eh bien, peu importer le prix, cette notion d'ailleurs déjà de patrie, que en 14, nos ancêtres, nos aïeux ont accepté cette notion de loyauté envers le pays, pour la patrie. Mourir pour la patrie. Déjà, cette notion en 54 était une notion qui commençait à s'effriter et à s'annuler. Donc, à la fois, l'opinion française n'était pas pour la poursuite de cette guerre, elle voulait le retour de ses enfants. Et puis d'un autre côté, il y avait toute l'intelligentsia à laquelle quand même appartenait Albert Camus, dans la mesure où il a quand même écrit avant le 54 des chefs-d'œuvre, et qu'il a été un des écrivains déjà le plus connu des éditions Gallimard et en France. Alors, il faisait partie de l'intelligentsia, et particulièrement de la bande de Sartre, évidemment, et de tout ce qui concerne l'existentialisme, et de Saint-Germain-des-Prés, où d'ailleurs il habitait. Donc, Sartre l'a attaqué violemment, Camus. Il a été brutalisé. Et ces gens... Sartre, quand Camus a publié ses derniers ouvrages, Sartre a été d'un mépris absolu, parce qu'en réalité... il y a eu la fameuse querelle des temps modernes, à propos d'Henri Janson. C'est celle-là dont je veux parler, effectivement. Ouais. Parce qu'en fait, pour Sartre, Camus n'était rien. Dans ma biographie que j'ai publiée il y a une dizaine d'années d'Albert Camus, j'ai mis en exergue du livre une phrase que Sartre a prononcée en 72, donc quelques années après la mort de Sartre, de Camus. Oui. Et un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de Camus. Et il a dit: Camus, c'est un petit voyou d'Alger. C'est un petit voyou d'Alger et tout d'un coup, l'histoire lui est tombée sur la tête, et il a écrit des livres qui ne valent rien du tout. Carrément. Oui, et Sartre a dit aussi à son sujet, sa sensibilité méditerranéenne l'aveuglait et lui faisait perdre toute raison. C'est ça. Mais en même temps, Sartre n'a pas tenu des propos très élogieux sur les pieds noirs. Ah, jamais. Non, jamais. Parce que de toutes les façons... Il disait un pied noir tué, c'est un Algérien debout. Oui, c'est la préface de Frantz Fanon. Où Fanon Mais Sartre avait à rattraper quelques années d'occupation où sa résistance n'était pas peut-être la plus appuyée. Bien sûr. Disons-le. Bien sûr. Alors, il s'est trouvé, ce pauvre Camus, à ce moment-là, dans une situation très conflictuelle, entre ses amis intellectuels qui le reniaient, entre une opinion française qui était contre lui, et surtout contre des Algériens qui ne voulaient pas en entendre parler. Et aussi de la part des pieds noirs qui, à un moment donné, qui se radicalisaient de plus en plus devant la violence de la guerre, eh bien, voyaient en Camus un homme qui pouvait transiger avec les valeurs que les pieds noirs pouvaient ressentir. Oui, mais en même temps, la position impossible. Mais complètement impossible. Mais sa position était quand même assez ambiguë. Il s'est opposé donc aux indépendantistes, mais il n'a jamais vraiment pris parti pour l'Algérie française. Jamais. Comment vous l'expliquez cela ? Bien, parce que je crois que Camus a quand même été
assez proche quand même des pieds noirs, et a toujours imaginé et cru que la parole de Gaulle était une parole vraie et juste. Et la parole de Gaulle, jusqu'un an avant les accords d'Évian, a toujours dit l'Algérie sera française, hein, on connaît la formule, hein, de Dunkerque à Tamamrasset. Donc il a cru à cela, hein, et c'est vrai que la France était en Algérie, l'Algérie était un département français. Ouais. C'était pas un vulgaire. Oui, c'est pas comme le Maroc et la Tunisie. C'était pas un protectorat. Non, c'était un département français. Donc, à ce titre-là, il a toujours pensé que l'Algérie resterait française, mais qu'il fallait introduire, évidemment, une justice plus grande auprès des Algériens et faire en sorte que ce pays soit à égalité, je dirais, humaine, en quelque sorte. Et ce qu'il a fait, je crois, je dirais, il a fait penser cela pendant toutes ces années terribles de solitude, c'est certainement ce reportage qu'il a fait en 39, sur la Kabylie, oui. Sur la Kabylie. Et là, alors, il était un jeune journaliste et engagé, évidemment à gauche. Eh bien, il est parti en Kabylie et là, il a visité ce pays et il a fait un reportage sur plusieurs jours dans le journal de Alger Républicain. Et là, ça a été évidemment une bombe parce que personne n'avait osé dire ce que vivaient les Kabyles à ce moment-là. Les Kabyles qui étaient, d'après ce que dit Camus et d'après ce qu'il en a vu, vivaient dans une pauvreté absolument terrible, et il se souvient de l'image du petit garçon qu'il côtoie dans un douar quelconque et qui est en train de ramasser des épluchures de pommes de terre et de les dévorer avidement. Et, voilà. Et un gamin aussi, il raconte aussi un enfant qui dispute la gamelle d'un chien. C'est ça. C'est terrifiant. Oui. Ouais. Donc il voit ça, il le raconte. Et évidemment pour lui, tout est à revoir. Il est particulier. Mais De Gaulle ne pouvait pas accepter non plus cette égalité de statut social que Camus voulait, réclamait. Vous savez la fameuse phrase de Gaulle dans les années après la mort de Camus, c'est-à-dire entre 61 et 62, qui a été une parole rapportée, où il a dit « Je ne veux pas d'une égalité parce que je n'ai pas envie, très vite, Paris, le Colombais ne sera plus les deux églises, mais Colombais seront les deux mosquées. » Il l'a dit à Alain Perfit. Il l'a dit à Perfit. Mais sa position ambiguë est due aussi au fait que sa maman, il faut le dire, sa mère vivait en Algérie, et il avait peur pour sa mère. Il avait peur qu'elle soit tuée. Vous savez, d'abord Albert Camus, c'est pas un intellectuel à la façon existentialiste, c'est pas un intellectuel sartrien. C'est un intellectuel, certes, mais qui a néanmoins de l'émotion et qui a surtout du cœur. Et il a toujours fondé sa philosophie sur la philosophie du cœur, celle à laquelle on pouvait accéder une fois qu'on avait réglé le problème de l'absurde, puis le problème de la révolte. Et après, il y avait le problème de l'amour. Donc il y avait le problème de l'absurde, c'est-à-dire le mythe de Sisyphe, et puis après il y a l'homme révolté. C'est le problème de la révolte à débattre et à analyser. Et puis après, il y a le registre de l'amour, et c'est le premier homme. Donc toute l'œuvre de Camus a été fondée dès sa jeunesse, ce qui est rarissime. Il n'y a que Proust qui ait fait ça, par un plan qu'il a inauguré quand il était jeune. Très jeune, il savait qu'il allait écrire ceci, cela, et qu'il terminerait par le premier homme. Et d'ailleurs, nous avons dans les carnets des notes sur ce livre qui va devenir le chef-d'œuvre peut-être, c'est-à-dire l'œuvre qu'il voulait aboutir. Et c'était le premier homme. Donc c'était cette période cette personnalité qui était branchée. C'est pour ça que Sartre l'a injurié en le traitant de sensible et de sensibilité méditerranéenne. Et il lui dit dans la réponse qu'il fait, après que Janson a écrit cet article assez terrible, Camus en a été ulcéré. Et il a demandé un droit de réponse. Sauf que, juste un mot,
alors corrigez-moi si je me trompe, mais quand Camus est mort, Sartre a écrit un très belle chronique quand même. Oui. C'était plus Camus n'est rien du tout. Vous vous rappelez, il a fait un très bel hommage à Camus. Parce que de toute façon, on n'est jamais plus heureux quand son ennemi est mort et on fait l'éloge qu'il lui faut. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec moi qui travaille beaucoup sur Saint-Exupéry. C'est ce qui s'est passé avec De Gaulle et Saint-Exupéry. Ils se sont détestés. Hein, et quand Saint-Exupéry est mort, De Gaulle a écrit une lettre à sa mère extraordinaire. Hein, sauf qu'il l'a humilié, Saint-Exupéry, pendant des années. Hein. Donc Sartre s'est fendu, comme on dit vulgairement, il s'est fendu d'un bel article in memoriam, mais en réalité, il voyait en lui d'abord un homme qui n'était pas, c'est pas un agrégé. Il n'avait pas fait Normal Sup, et c'était pas un agrégé. Donc c'était un écrivain. Puis en plus sa thèse de doctorat, c'était sur Saint-Augustin. Bon, ça n'avait pas tellement pour lui d'intérêt. Vous savez, juste on finit là-dessus. C'était quand Camus a eu une Nobel, quand Sartre l'a appris, il a dit bien fait pour lui. Oui, oui, ça en dit long. Alain Vircondelet, André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et nous allons continuer donc de parler d'Albert Camus et de la guerre d'Algérie. Je t'adore, oui, yo te quiero, mi amor. Si, 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 quelle ivresse que tes caresses, quelle ivresse. Si, 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 tu m'affoles par tes paroles espagnoles. Si, 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 buenas noches. C'était la fin des années 50. On dansait sur Dario Moreno, la fin des années 50, effectivement, on était en pleine guerre d'Algérie. Il y avait les attentats, il y avait tout ça, des attentats atroces. Alain Vircondelet nous en a parlé dans la première partie de cette émission. Et Albert Camus, il l'a vécu de façon très très forte et il l'a vécu à l'intérieur. En fait, la guerre d'Algérie, c'était une guerre intérieure. Et une guerre qui concernait aussi sa famille, parce qu'on n'a pas parlé de sa famille jusqu'à présent. Céline, voilà, il faudrait en parler maintenant. Et oui, effectivement, pour comprendre effectivement le rôle que Camus a joué dans la guerre d'Algérie, effectivement, il faut absolument comprendre donc son roman familial. Qui était son père ? C'était un homme simple et c'était un homme qui avait des valeurs. Et il a toujours hérité, il a toujours voulu hériter des valeurs de son père, qui était contre la peine de mort. Et aussi sur... Qu'est-ce qu'il faisait, son père Il était maître de chais. Il était maître de chais et c'est ce qui inaugure d'ailleurs le premier chapitre du Premier Homme, où on voit l'accouchement d'Albert Camus. Sa mère arrive dans une charrette et la calèche ou le chariot, je sais pas, va bon train pour rejoindre un douar, et là il va être accouché par des femmes arabes, n'est-ce pas ? Et il est hébergé dans une maison humble, et le propriétaire ou le locataire de cette maison, de cette petite maison, eh bien reste à la porte et dit maintenant il faut laisser travailler les femmes et prier Dieu. Et le père de Camus attend dehors l'accouchement, mais c'est Bethléem, hein. Oui. C'est la crèche, hein, n'est-ce pas ? C'est la crèche. Il y a même l'âne et le bœuf, hein, qui sont là. Absolument. Hein. Et en plus, le héros s'appelle à des initiales qui c'est JC. Quand même. Bon, ça c'est une anecdote. Mais il se trouve que quand l'enfant naît, eh bien l'arabe donc arrive, va voir le père et lui dit « Tu as un fils ». Et c'est le roman, enfin le récit familial ou le roman familial du Premier Homme commence par cette force dramatique extraordinaire qui fait que on est dès le départ justement sur un registre qui n'est pas un registre sartrien, qui n'est pas du tout un registre philosophique comme on pourrait l'imaginer. Ah, mais c'est l'homme de l'instinct, des émotions. C'est un homme de l'instinct, c'est un homme du cœur, d'où son succès aujourd'hui encore. Hein, et d'où la défaite de Sartre, d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire la défaite de la pensée intellectuelle et radicale, et aussi d'une pensée qui est violente. Chez Camus, il y a une douceur.
la seule amie qu'il ait eue, qu'il a vraiment adoré, qu'il considérait comme son frère, c'était René Char, c'est-à-dire un poète. Alors justement, dans le premier homme, il cite cette phrase « Un homme, ça s'empêche ». En fait, cette phrase, elle est de son père. Racontez-nous dans quelles circonstances son papa l'avait-elle prononcée. Son père avait été engagé, enrôlé dans une mission militaire au Maroc, et il avait des amis qu'il connaissait, comme compagnons de garnison, d'un zouave, et il y avait 2 sentinelles de ses amis qui donc gardaient le fort. Et le lendemain matin, au réveil, les 2 sentinelles ont été découvertes, massacrées, émasculées, leur sexe dans la bouche, qui est pour les Algériens la profanation absolue, n'est-ce pas ? Et donc est décapité. Et donc là, le père a eu cette impression de violence et terrible, radicale, et il a parlé justement de ces assassins. Et d'ailleurs, le mot chez Camus est utilisé plus tard en disant le FLN a des assassins dans ses rangs, n'est-ce pas ? Et il le dit dans les chroniques algériennes. Et donc Camus a hérité de la parole du père qui, dans sa simplicité, c'était pas un intellectuel, et a dit cette chose assez belle et d'une très grande simplicité humaine: un homme, ça s'empêche. Et oui, sous-entendu, effectivement, un homme, ça s'empêche d'être inhumain. Cette phrase a été en quelque sorte la boussole de sa vie. D'ailleurs, c'est une phrase qui a fait florès, puisque aujourd'hui, quand il y a eu un viol, une chose terrible qui s'est passée récemment dans un viol, le procureur a dit... un homme, ça s'empêche, oui. Cette phrase et des écrivains l'ont repris, Philippe Jean l'a repris, beaucoup de gens l'ont repris. C'est une phrase qui est quand même extrêmement forte, dans sa simplicité. J'insiste sur la notion de simplicité, parce que c'est quand même, je dirais, l'argument majeur de l'écriture de Camus. Et oui, et donc de son père, effectivement, il a donc hérité cette horreur de l'injustice. Et de sa maman, qu'est-ce que sa maman lui a inculqué? Sa maman, c'était d'abord une femme qui, comme on le sait, ne parlait guère. Et quoi qu'encore elle était sourde, quasiment muette, et elle était sous emprise de sa mère, de sa propre mère. Et donc elle vivait de façon assez modeste, et femme de ménage quelquefois, mais après elle travaillait plus non plus. Et puis il y avait une sorte de vie autarcique, en quelque sorte. Et il a toujours été dans une sorte de révérence et d'adulation absolue de sa mère. Sa mère, c'est l'être sacré, iconique par excellence. Il y a deux entités, si j'ose dire, 2 choses importantes dans la vie de Camus. C'est l'Algérie en tant que terre sacrale et la mer en tant qu'être sacré. Ce sont ces 2 pôles, ce sont ces 2 repères absolus. Alors la mer, il a toujours assisté, quand il est parti à Paris, il se renseignait, il faisait régulièrement des voyages en caravelle, il descendait à Maison-Blanche, qui est l'aéroport d'Alger, il descendait régulièrement à Alger pour voir sa mère. Et aussi jusqu'à la fin. Il y avait 2 raisons pour lesquelles il allait à Alger pendant la guerre. Il partait en avion, donc il allait voir sa mère. Quand sa mère a été malade à l'hôpital Mustapha, il a demandé à avoir une chambre juste à côté pour dormir à côté d'elle. Et puis il y avait aussi une raison parce que ça va pas c'est pas innocent, toute cette douleur. Camus, à partir d'un certain moment, a commencé à être dépressif et à avoir cette violence se transformer en une sorte de difficulté d'existence, et de difficulté existentielle qu'il ne pouvait plus surmonter. Alors il allait à Alger, à la Casbah, rencontrer des marabouts pour essayer de se faire désembouter ou démaraboutiser.
Ah oui. Alors je voudrais là parler de quelque chose qui a été très important et qu'on lui a reproché de façon très très importante. C'est entre ma mère et la justice, je choisis ma mère. C'est pas l'expression exacte, mais quand même ça a été extrêmement. On en a parlé pendant la guerre. Quand il a eu cette phrase a été vraiment reproduite les uns pour le vilipender en disant mais comment vous pouvez choisir? Ce n'est pas le problème de votre mère et de la justice, c'est un faux problème. Et je crois que ça a été un tournant quand même. Ah ben complètement. Ouais. La phrase, je vais vous la dire parce que Oui, exactement. Nous connaissons les circonstances de cette parole. Il a le prix Nobel. Nous sommes le 17 octobre 1957 et le lendemain de la remise du prix, il va visiter et rencontrer des étudiants. Et il y a donc une sorte de forum comme ça, ou de parole libre, et tout se passe très très bien. Et puis il y a un jeune étudiant qui l'interpelle. Au départ, Camus, il veut bien y répondre de façon innocente, parce qu'il ne pensait pas que c'était une agression. Or, on sait très bien aujourd'hui que c'était un militant. C'était un militant FLN et qu'il a posé quand même des questions très précises sur son engagement, ou plutôt son non-engagement auprès des Moudjahidines, c'est-à-dire donc des soldats de la liberté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu il a répondu, il a acculé un petit peu par cet étudiant. Il a dit « J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger et qui, un jour, peut frapper ma mère et ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » C'est ça. Donc il a dit cette phrase qui évidemment a été... D'ailleurs, elle a été reproduite, publiée dans Le Monde et confirmée par le journaliste du Monde. Et c'est une phrase évidemment qui lui a été très très préjudiciable. Et en même temps, c'est une phrase qui aujourd'hui l'honore quelque part. Oui. Qu'est-ce qu'a fait Camus pour apaiser ses souffrances? Du moins surmonter, essayer de les surmonter. Le théâtre et l'amour. Car il ne faut pas oublier que c'est un grand séducteur. C'est un homme, comme on dit vulgairement, un homme à femme. Il était polygame. Il était polygame. Il a, dans ses dernières années, vécu avec 4 femmes, quand même. Francine, sa femme légitime, sa déchirure. Celle qui a subi la culpabilité de sa propre nature. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être tombé amoureux et il était désespéré de faire subir cela à Francine. Francine qui a fait une dépression, qui a vécu longtemps en maison de repos. Francine qui a voulu se suicider, qui a voulu se jeter par la fenêtre de sa maison de repos. Et puis, grande culpabilité vis-à-vis de ses enfants. Son fils et ses frères, ses enfants jumeaux. Il disait une chose terrible. Il disait, dans ma vie, il y a ma femme, c'est un obstacle, et mes enfants sont les obstaclons. Ah, c'est fou. Obstaclons. Hein. Donc, le garçon et la fille sont des obstaclons. Francine est un obstacle. Obstacle à quoi? Eh bien, à cette effusion du cœur que Camus a en lui. Et les 3 autres femmes qui ont alors évidemment, tout le monde connaît la relation avec Maria Cazares, qui a été très très longue et qui a été l'objet de cette correspondance absolument extraordinaire. Qui a été jouée au théâtre à plusieurs reprises. Il y a la comédienne sublime, qui était une de mes amies d'ailleurs, puisqu'elle faisait partie du jury. Catherine Sellers faisait partie du jury Marguerite Duras que je préside. Et puis il y a eu cette jeune mannequin qu'il a rencontrée tout à fait à la fin, qui s'appelle Mette Ivers, et qui était adorable et qui était bien plus jeune que lui et bien plus jeune que Catherine Sellers et que Maria Cazares, bien sûr. Et il avait une correspondance assidue avec toutes ces femmes. Et en même temps, un agenda extrêmement précis
où il organisait ces rencontres. On a pour preuve, au moment à Noël, à la veille de sa mort, à Noël 59, avant de partir, il avait écrit à Catherine Sellers, il avait écrit à Mette, il avait écrit à Maria, pour organiser en donnant les rendez-vous. Ouais. Voilà, je serai là, vous serez là, tel jour, telle Alors, heure, ce qui est etc. incroyable, parce que j'ai lu quelques extraits de ces lettres, elles étaient prémonitoires. C'est comme s'il avait pressenti que le drame arrivait. Alors, il y a des lettres, effectivement. Oui, il avait, vous savez, un mauvais sentiment, un mauvais pressentiment. Ouais, c'est ça. Il avait un mauvais pressentiment, et puis il était arrivé au bout d'une histoire qui était tellement douloureuse et dont il ne savait pas comment il allait pouvoir s'en sortir, finalement. Parce que il voyait bien que la progression de sa dépression était fulgurante. Par exemple, il avait une secrétaire, Suzanne, de chez Gallimard, qui l'accompagnait quand il voulait aller chez Lippe, de Gallimard au boulevard Saint-Germain. Il ne pouvait pas marcher tout seul. Il titubait. Il avait des crises de larmes effrayantes. Il pleurait. Il était agoraphobe, il devenait agoraphobe. Il devenait agoraphobe, et puis il avait une sorte de douleur intérieure qui le portait aux larmes constamment. Alors évidemment, c'est une image qu'on ne connaît guère de Camus, mais que moi j'ai essayé de réhabiliter parce qu'elle fait partie de l'humanité de Camus. Et ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas ne pas le dire, pardon, parce que c'est une question. Moi, je pense que être un biographe, c'est être d'abord un décodeur et d'être un révélateur des choses. Et donc, je pense que il faut démythifier quand il y a eu mythe ou mythologie qui a été construite autour. Parce qu'après, Camus a eu une sorte de mythe autour de lui. C'est l'image du séducteur dont je parlais, c'est l'image de l'homme de théâtre, c'est l'homme viril, footballeur, grand Gaule, etc. Grand Gaule et grande gueule. Pas trop grande gueule, justement. Pas trop grande gueule. Mais enfin, il disait les choses assez fermement. Mais c'était pas tonitruant. Non, je comprends. Alors, il est décédé plus de 2 ans avant l'indépendance de l'Algérie. Selon vous, comment il aurait vécu ces 2 dernières années de la guerre ? Il les aurait vécues de plus en plus mal. Il les aurait vécues certainement de plus en plus douloureusement. Et voyant l'inéluctabilité du drame, il voyait bien que tout était perdu. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, il dit « l'Algérie c'est fichu ». Ou foutu, je ne sais plus s'il dit l'un ou l'autre, mais il dit ça. Ouais. Donc c'est fichu. C'est fichu, donc on ne peut plus revenir en arrière. Il ne me reste plus que de vivre en solitaire et en ermite, parce qu'il y a cette idée aussi de l'ermitage, dont l'Ourmarin est le signe et le symbole. C'est la dernière résidence. C'est la dernière résidence. Il a acheté cette maison finalement assez modeste, que René Char lui a trouvée, puisque René Char habitait à l'Île-sur-Sorgue à côté, et il avait dit « Je prends cette maison parce que quand je vais sur la terrasse, il y a des oliviers devant moi, et c'est la Kabylie à portée de mes bras. » Donc, vous voyez, il y avait toujours cette idée de rejoindre l'Algérie. Et cette idée de l'appartenance. Il a eu le mal du pays jusqu'à la fin, comme la majorité des pieds noirs. Bien sûr. Ouais. Alors, je pense qu'il y a eu, au fur et à mesure, une sorte je dirais, d'amertume à l'égard de ce que l'Algérie est devenue, ou serait devenue s'il avait survécu, parce que il a toujours pensé que ceux qui voulaient débattre et qui voulaient combattre pour la liberté du pays étaient à ses yeux quand même des gens qui n'avaient fait qu'entretenir la terreur et qui avaient fait en sorte qu'à un moment donné, c'est-à-dire au moment de du fameux discours de la trêve, la trêve civile qu'il a souhaitée en 56, eh bien, la révolution, les révolutionnaires ont vu qu'ils pouvaient faire basculer les Algériens. Parce que les Algériens, finalement, ils ne voulaient pas tous forcément les révolutionnaires au pouvoir. Moi, quand je suis parti d'Algérie, par exemple, en juin... Moi, je suis parti en juin 62, c'est-à-dire véritablement à l'exode. Eh bien, quand nous avons dit au revoir à nos voisins, le matin, à 6h du matin, avant de prendre le bateau, eh bien, ma mère a dit à cette voisine algérienne, elle lui a dit, eh bien, nous partons maintenant et bonne chance. Et elle a dit, oh madame, ça je me souviendrai tout, je vous en parle, j'ai la chair de poule. Et elle a dit, oh madame, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on a.
Eh oui, j'ai entendu ces paroles de la part de mes parents qui étaient aussi des pieds noirs d'Algérie. Il faut peut-être une pause. Et oui, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va continuer de parler donc d'Albert Camus, qui est l'un des auteurs français les plus lus dans le monde. Pourquoi son œuvre ne vieillit pas? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. Et qu'il m'a chié comme l'Algérie. Comme elle est belle. C'est vous, Lili Boniche, chanteur de musique arabo-andalouse, et il y a eu le Gaston Grenassia, le père de Enrico Maciel. d'Enrico, bien sûr, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose, encore une fois, qui ne se terminera jamais, je crois, pour le bon et pour le moins bon, sur cette espèce de nostalgie de ce pays, nostalgie vraiment réciproque, Céline. Et on l'a vu encore avec Emmanuel Macron et les polémiques qu'il y a eu au cours du... Et oui, Alain Vircondelet, alors effectivement, depuis son élection, Emmanuel Macron, on peut dire qu'il a multiplié quand même les gestes mémoriels concernant la guerre d'Algérie. Selon vous, est-ce que la réconciliation est possible ou pas aujourd'hui? C'est très difficile, je pense, parce que je crois que Emmanuel Macron ne fait pas forcément bonne route dans le choix qu'il a pris de ses conseillers sur le sujet. Le crime contre l'humanité. D'abord, je pense que n'avoir comme seul interlocuteur qu'un historien, en l'occurrence Benjamin Stora, ce n'est pas suffisant, parce que, on le sait, Benjamin Stora est un historien qui est quand même plutôt à charge contre la colonisation et contre l'Algérie dite française. Donc, Macron, qui n'a pas connu la guerre, qui ne connaît pas toutes ses tenants et ses aboutissants, eh bien, il prend en route la doxa. La doxa officielle, et il arrive à sortir cette chose incroyable qu'il a prononcée à Alger en pleine campagne présidentielle pour son élection. Oui, c'est quand il a parlé effectivement de crimes contre l'humanité à propos de la colonisation en Algérie. Ces propos vous ont heurté? Oui, ils m'ont suffisamment heurté pour que, d'abord parce que c'est scandaleux de considérer les pieds noirs comme des criminels contre l'humanité. Je pense que je n'ai jamais été témoin de ce genre de choses, et pourtant j'ai vécu toute la guerre. Et puis s'il y avait vraiment des criminels, ce serait quand même l'Assemblée nationale, De Gaulle, qui ont continué cette guerre pendant très longtemps, à mentir, à faire croire des choses, et puis arriver à ce que nous savons. Mais en réalité, oui, ça m'a heurté, parce que c'est suffisamment pour que je mette en exergue du livre une dédicace à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère est une veuve de guerre, de 14. Mon grand-père a été torpillé dans un bateau, donc sous une mine allemande, et donc mon père était orphelin. Et ma grand-mère, avec son veuvage, eh bien, elle est partie. Elle était sage-femme. Elle est partie accoucher les femmes arabes dans le Constantinois le plus reculé. Et j'ai des photos d'elle à dos d'âne, en train avec une équipe de jeunes soignants, et de partir comme ça, visiter les douars algériens et accoucher les femmes arabes. Est-ce que c'est le propre d'un génocidaire que de faire ce genre de choses? C'est la question que je poserais volontiers à Emmanuel Macron. En tout cas, dans votre livre, vous dites qu'aujourd'hui, tout donne raison à Albert Camus. Oui, tout donne raison, parce que comme il a terminé sa vie, je l'ai dit tout à l'heure, il l'a terminé par le désir de l'amour. Et je pense qu'il y a le désir de la réconciliation qui est sous-jacent, le désir de la consolation. Il y a toutes ces thématiques-là qui sont extrêmement ferventes, et puis surtout la ferveur. C'est-à-dire qu'il apprend des choses dont les jeunes aujourd'hui ont besoin. On leur propose un monde qui est complètement asséché, et voilà que Camus nous parle dans Nos de la ferveur, de l'épaisseur des choses, de l'épaisseur des sentiments et des sensations. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux vivent dans l'odeur des absinthes. Mais qui parle comme ça? C'est pas Angot qui parle comme ça aujourd'hui. Non, prononcez pas le nom d'Angot à côté de celui de Camus, quand même, Alain Vircondelet, quand même. Oui, c'est pour montrer justement comment les choses dégringolent. Oui. Merci, Tipaza, là où il y a une stèle qui lui rend hommage. Oui. Alors, qui a souvent été dégradé
par des profanateurs, mais la stèle demeure et elle est sans cesse réparée et restaurée. Et on espère qu'elle demeurera. Merci Alain Virkondolé d'être venu sur Sud Radio. Merci. Je rappelle que votre livre, Albert Camus, La guerre d'Algérie, Histoire d'un malentendu, est paru aux éditions du Cherche Midi. Tout de suite. Non, pas du tout. Du Rocher, excusez-moi. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Comment apprendre à se faire confiance? Réponse dans un instant avec l'expert Franck Martin. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.